Aujourd'hui, je reçois Morane qui va nous raconter l'adoption de son premier chien. Il va nous expliquer comment il a fait pour prendre soin de son animal, mais aussi lui offrir la meilleure éducation possible et veiller à son épanouissement jusqu'à la fin de sa vie. Hello Morane. Salut. J'avais trop hâte de faire un podcast avec toi pour qu'on parle justement du fait d'avoir son premier animal. Est-ce que toi, tu as eu quelle race de chien en premier ? J'ai eu un boxer, Ouais. du coup bringé, donc ça c'est la couleur de son pelage. C'est composé de plusieurs couleurs, de nuances de marron jusqu'au noir. Et du coup c'est une race qui est normalement très sportive, qui bouge beaucoup, mais le mien était très calme. D'accord, ok. Normalement, c'est un chien qui demande beaucoup d'activité. C'est ça. Et au final, toi, il était plutôt chill. Exactement. Il Ok. avait ses périodes, mais en soi il était quand même assez très calme à la maison, très foufou en extérieur. Ok. Et c'était quoi le petit nom que tu lui avais donné ? Django. Django, c'est trop mignon. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir ton premier chien ? En fait, j'ai toujours eu des chiens et des animaux en général chez mes parents. Et en quittant chez mes parents, j'avais envie d'avoir le mien. Vraiment, pas celui de mes parents, mais le mien à moi. Et en fait, j'étais pas vraiment parti pour l'avoir maintenant, mais je recherchais un peu sur Internet, voilà, quand j'étais en cours. C'est pas Ouais. bien, faut pas le dire, mais voilà. T'avais quel Et, âge d'ailleurs Je sais pas, j'avais 18 ans, quelque chose comme ça. Ah, t'avais 18 ans déjà. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que j'étais à côté d'une fille dans ma classe qui connaissait quelqu'un qui vendait des boxers. Voilà. Et donc, quand elle m'a vu regarder sur Internet cette race-là en particulier, elle m'a dit, viens voir les miens. Et puis, ça s'est fait comme ça. Trop Je bien, suis en allé- plus t'en avais à proximité et tout. Exactement, c'est ça. Et comment t'as fait du coup pour choisir ton petit Django en particulier ? Ça s'est passé comment ? Je pense qu'on a tous, en tant que propriétaire, une petite histoire à raconter. La mienne, c'est que je suis arrivé dans le jardin, là où il était, il avait encore 3 frères et sœurs qui n'avaient pas été adoptés. Les autres de la portée avaient déjà été pris. Et en fait, au début, j'ai flashé sur une petite femelle, mais elle était déjà réservée. Ah, Du d'accord. coup, finalement, je me suis dit, c'est pas grave, on verra plus tard. Et en fait, il était pas sorti de là où il était, puisqu'il y avait une petite fille qui prenait soin de lui depuis qu'il était tout petit. Et qui voulait surtout pas qu'il parte. D'accord, ok, ouais. Et donc, en fait, il lui a échappé à un moment donné. Et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé vers moi, tout content. Et je me suis penché et j'ai dit, c'est lui que je veux. Donc, contre une promesse de bons soins, finalement, elle me l'a laissé. La petite fille t'a laissé C'est ça. l'adopter. Oh, Exactement. c'est trop mignon. Et comment ça s'est passé les premiers moments où tu as pris Django avec toi, chez toi ? Alors, la voiture, pour rentrer, ça a été assez simple. Ouais. En soi, je pense qu'il avait déjà été habitué, ou alors il n'était pas vraiment craintif, ou quoi que ce soit. Le soir même, c'était un petit peu plus compliqué. On n'avait pas pensé à prendre un objet qui était à sa maman, ou qui avait Oui, une odeur ouais. de ses frères et sœurs, et ainsi de suite. On nous l'avait pas donné, puisque c'était une famille, c'était pas vraiment un élevage. Et du coup, cette nuit-là, elle a été assez compliquée. Je pense que c'est la première nuit où il a dormi avec moi. Et puis après, ça s'est jamais vraiment arrêté. Et puis en fait, non, dès ses premiers pas chez nous, en tout cas, il a vite pris ses marques à l'intérieur. On avait un petit appart de 20 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc D'accord, à l'intérieur, il a vite pris ses marques. Et puis en fait, j'habitais dans un quartier qui est très vert à Nantes. Et donc, j'allais le promener entre 3 et 5 fois par jour. T'étais en appartement ? Ouais. Ça fait sa différence parce que je trouve que les chiens qui sont éduqués en appartement sont pas tout à fait comme les chiens de jardin ou de grande maison. Parce que du coup c'est un appartement, c'est un endroit qui est plus restreint. Du coup ça donne des animaux qui sont un peu plus calmes, qui n'aboient pas forcément. Et puis je sais pas ce qu'il y a d'autre comme qu'est-ce qu'il y a. Parce Ouais, que ça moi, peut- par exemple, je rêve d'avoir un jour dans ma vie un corgi. Mais en Ok. fait, je me force à me dire non parce que je suis en appartement et j'ai peur qu'il soit malheureux, en fait, Alors dans un appart. je pense que je défends les chiens en appartement déjà d'une parce que j'en ai eu un et que je me suis rendu compte que c'était possible. Peut-être pas forcément toutes les races, je pense qu'il faut adapter la race à ton caractère. Pas Le corgi, ça a besoin de C'est ça. beaucoup d'activité, quand Après, même. c'est exactement ce qu'on disait du boxer. Et au final, je me suis retrouvé à avoir un chien qui avait besoin de beaucoup d'activité, mais comme il était sorti très régulièrement, finalement, ça compensait largement ce besoin d'activité. En fait, t'as les chiens qui sont élevés donc en maison et en jardin. T'as des gens qui défendent ça, qui attendent vraiment d'avoir un jardin pour avoir un animal. En soi, c'est honorable de leur part, mais j'ai plusieurs personnes de mon entourage où finalement, je me rends compte que c'est pas forcément
la meilleure ou le choix optimal, tu vois, parce pour que le chien. voilà, parce qu'il y en a plein et finalement dans son jardin, les premiers jours et ainsi de suite, il va kiffer, mais le reste du temps, c'est un peu plus, enfin voilà, ça reste assez rébarbatif. T'ouvres la porte, il sort, il est tout seul. Il sent quelques odeurs nouvelles des oiseaux ou des petits animaux qui sont passés dans ton jardin, puis après il demande à rentrer. Oui, c'est ça. Et voilà, et donc en fait, de sortir régulièrement ton animal ailleurs que dans le jardin, finalement ça lui fait découvrir plein de nouvelles odeurs, plein de nouveaux copains, plein de nouvelles interactions qu'il n'aurait pas forcément eu dans son jardin. Et du coup, il rentre à la maison et il est fatigué. Et après, il est chill à la maison. Et après, il est chill à la maison. C'est vrai, ouais. C'est ça. Et du coup, j'ai l'exemple avec mes parents. Tu vois, ils ont un chien quasiment de la même taille que celui que j'avais. Et en fait, elle a toujours été élevée, c'est une femelle, mais elle a toujours été élevée en maison et jardin. Et elle est rarement sortie de ce jardin. Et du coup, en fait, ça donne un chien qui est très speed et à la maison et en extérieur. Elle a énormément besoin de se dépenser et ça se ressent, en fait. Alors que finalement, elle est très souvent dehors, elle est très souvent dans le jardin et ainsi de suite, mais ça suffit pas. Donc, ça me rassure un peu, du maison, tu fais comme tu veux. Ok. Et juste pour une petite info, t'es pas obligé de me répondre, mais est-ce que tu l'as payé, ton chien Ouais. Si, je peux complètement te répondre. En fait, je l'avais pas payé cher à cette époque-là. Ouais. Un chiot boxer pure race, en général, tu les as vers 1200, 1500 euros. Et je l'avais eu 700 euros. Sauf que du coup, il m'a coûté plus cher qu'un chien d'élevage finalement, puisque 3 jours plus tard, il était malade. Ah, petit bébé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Il a eu une parvovirose. C'est une maladie des intestins, si je dis pas de bêtises, qui attaque en fait la cloison intestinale et qui lui provoque vomissements, diarrhée, et en fait le chiot se déshydrate. Pour un adulte, c'est complètement bénin. Pour un chiot, ils ont une chance sur 2 de s'en sortir. Waouh, oui, là tu devais être J'étais vraiment... au bout de ma vie. Ouais. Vraiment. Lui, il était dans son box à la clinique vétérinaire et moi j'étais au bar en train de boire un verre. En plus, tu venais de la voir, elle était tout petite. C'est ça, exactement. Oh, et en 3 jours, t'as vraiment le temps de t'y attacher. Bah oui, bien sûr. C'est déjà le tien, en fait. Donc, c'était très compliqué à vivre. Il est resté 5 jours là-bas. Quand même. Ouais, quand même. Ah ouais, c'est long. Et donc, la facture était aussi salée que 5 jours et 5 ouais, nuits. Ouais, d'accord. Et au final, je m'en suis sorti, je pense, le prix de l'achat plus cette fameuse maladie pour 2000, 2100 euros. Ouais, ok, d'accord. Mais ils ont réussi à le sauver. Ils ont réussi à le sauver. C'est le plus important. Et on a besoin de quoi quand on reçoit un chiot à la maison comme équipement? Qu'est-ce que tu recommanderais? Alors, moi je pense qu'il faut un panier qui soit adapté. Ça veut dire qu'il y a plein de types de paniers différents. Il y a des paniers en plastique, des paniers en mousse. Et en fait, selon le comportement du chiot des premiers jours, il faut adapter ce panier-là. Par exemple, un chien qui va être assez destructeur, je conseillerais plutôt un panier en plastique dur, tu vois, qui va être un peu plus résistant, quelque chose de résistant en tout cas. Et un chiot qui a besoin de son petit confort, qui traîne souvent sur le lit, sur le canapé, à ce moment-là, vaut mieux essayer de lui adapter un petit coin confort, histoire qu'il y reste en fait, qu'il aime son petit coin. Donc ça c'est pour le coucher. Ensuite, je pense comme tous les propriétaires, quelques petits jeux. Ouais. À la fois des jeux d'occupation avec de l'alimentaire, et puis aussi pour qu'il puisse faire ses crocs. Oui, aussi pour les dents. dents, Parce que c'est comme les bébés, il lui faut une sorte de hochet. Donc t'as des marques très bien comme le Kong par exemple, qui a un caoutchouc très souple et à la fois très résistant, et du coup qui convient parfaitement. Tu peux mettre des friandises dedans, tu peux ne pas en mettre. Ensuite, tous les petits nécessaires pour la promenade, donc le collier, la laisse, le harnais. Il y en a qui préfèrent collier, d'autres harnais. Ouais, j'ai l'impression que le harnais ça tire moins sur la gorge. C'est ça, exactement. En fait, ça dépend complètement de l'éducation que tu lui donnes. Moi, j'étais avec un collier, mais il était sans laisse. Donc il n'y avait pas ce phénomène de tirer dans la gorge ou quoi que ce soit, c'était pour pouvoir le rattraper en balade si jamais j'avais un petit écart ou autre. Mais bon, que je l'ai eu à 2 mois et demi, donc il était quand même assez proche de moi finalement. Oui, ok. Je le lâchais pas plus de 3 ou 4 mètres de moi, et puis aussitôt qu'il s'éloignait trop, je lui remettais je le reprenais par le collier, et puis je lui disais le mot au pied, ou tu restes, selon la situation, si je voulais qu'il s'arrête ou si je voulais qu'il reste à côté de moi. Et puis en fait ça s'est fait progressivement comme ça. D'accord, et du coup en promenade tu pouvais te permettre de le lâcher assez facilement après. C'est ça, complètement. C'est trop cool. Par la suite de sa vie il était 100% lâché, sauf cas exceptionnels, centre-ville, les parcs où c'est obligé de les avoir en laisse, ou la forêt
sur les sentiers non balisés. Ok. Mais sinon, non, j'essayais de le lâcher un maximum et puis qu'il puisse vivre sa vie. Étant donné qu'il était ni agressif ni dangereux, bon, j'avais pas de problème. Il se comportait bien avec il se les autres comportait chiens. bien, il restait très près de moi et il traversait jamais la route. Donc ça c'est la base de son éducation jusqu'à ses 6 mois. Et à partir de ces 6 mois, 1 an, c'était complètement acquis. Ouais. Et niveau alimentation, tu prends quelque chose en particulier? Alors oui, niveau alimentation, on a commencé comme tout le monde avec des croquettes. Ouais. Sauf que suite à sa parvovirose, donc une maladie qui attaque les intestins, il avait une digestion très compliquée. Donc je me suis renseigné et je me suis rendu compte que l'alimentation humide pouvait lui permettre de mieux digérer et d'être mieux... c'était plus doux pour lui. Donc en fait, l'alimentation humide, ça consistait en du riz, des haricots verts et de la viande. Ok. Donc soit du poulet, soit du bœuf, D'accord, à ok. convenance. Et puis quand je dis haricots verts, c'était légumes verts en général. Ok, d'accord. Donc voilà, et puis un petit peu d'huile d'olive, de saumon, selon les jours, pour essayer de changer Pour un que ça petit glisse peu. bien. C'est ça. Et en fait, on l'a élevé toute sa vie avec cette alimentation. Avec ce type de régime, Ouais. trop bien. C'était vraiment du fait maison, quoi, pour Ah le oui, coup. complètement. T'as Je jamais jetais, eu à acheter de pâté, de Non. croquettes ou autre? les 3 ou 4 premiers mois de sa vie, mais Ah ouais. pas plus longtemps. Et au niveau de la propreté de ton animal, comment tu t'y es pris? Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, au début, comme j'ai passé quelques semaines avec lui, je le sortais. Aussitôt que je voyais qu'il se mettait en position d'uriner ou de faire ses besoins, en soi, je le prenais dans mes bras et je le sortais directement. Ok, c'était ta petite technique au C'est ça. début, quand tu voyais qu'il cherchait pour faire pipi, hop, Exactement. tu te descendais et tout ça. Donc, quand il y avait un raté et que c'était fait directement chez moi, mais devant moi, je lui disais non, je le prenais et je l'emmenais. Ok. Et puis quand je voyais que il me demandait, je le félicitais et puis je le sortais. Et puis progressivement, en fait au début, l'animal il a pas forcément tout son système de bien formé. Donc il y a à la fois le fait de comprendre qu'il a pas le droit de le faire à l'intérieur, mais aussi ses besoins physiologiques qui font que il peut pas forcément se retenir aussi longtemps que tu le voudrais. Donc en fait tu t'adaptes, il y a pas besoin de s'énerver ou quoi que ce soit et puis en général, au bout de, 3-4 mois, normalement, ça doit être solutionné. Et tu disais tout à l'heure, je le félicite, est-ce que tu donnes une friandise? Est-ce que tu le Non. fais oralement? En fait, comme c'était un boxer, j'évitais de le féliciter à la friandise. Il avait le droit, évidemment, à des friandises, mais j'évitais que ce soit vraiment corrélé. Parce que, en fait, c'est un chien qui bave, naturellement, de par la formation de ses babines. Et en fait, on m'avait expliqué que... plus tu le félicitais à la friandise et plus il allait baver. Ok. Et du coup, en appartement, c'était pas forcément gérable d'avoir plein de baves partout. Oui, n'est-ce pas? Donc, exactement. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de le féliciter à la voix et à la caresse. Et ça marchait très très bien, en soi. Il attendait systématiquement d'être félicité quand il faisait quelque chose de bien. Ok, trop bien. Donc voilà. Hyper cool, parce que c'est vrai que quand on regarde... Moi, je regarde un peu des vidéos sur... alors que j'ai pas de chien, hein, mais comment bien faire l'éducation de son chien, etc., notamment pour la propreté, etc. Et il remercie souvent avec des petites friandises, des choses comme ça, mais surtout pour un corgi, qui est déjà assez balèze de base. Je sais pas si Bien tu sûr. vois à quoi Oui, ça je vois ressemble. exactement, c'est les chiens de la reine d'Angleterre. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça prend facilement du poids et Bien il sûr. faut pas du tout, quoi. Alors après, t'as des friandises qui sont adaptées spéciales à l'éducation. Et qui en soi ont très très peu de matière grasse à l'intérieur. C'est vraiment la félicitation, quoi. Ok. Et c'est tout petit. Et donc ça fonctionne très bien, mais sur le coup j'avais choisi une autre technique. T'en as qui récompensent avec le jouet aussi. Ah oui, T'as aussi, c'est t'as vrai, ce ouais. genre de... Une session de jouer, c'est vrai, ouais. C'est ça. Ça dépend vraiment à la fois de l'éducation que tu veux lui donner, ce que toi t'as appris de ton côté. Parce qu'avant de l'avoir, j'avais beaucoup lu... j'avais lu énormément et sur internet et dans les livres. Je m'étais renseigné auprès de professionnels parce que j'étais jeune et j'avais envie de lui donner la meilleure des éducations, je pense comme tous les propriétaires. Bah ouais. Et en fait, j'avais regardé un peu les techniques qui étaient critiquées, celles qui étaient critiquables et ainsi de suite. Et puis j'ai fait une sorte de grosse sauce à ma sauce. Voilà, c'est ça. T'as Et pris puis, ce qui te plaisait pour en faire c'est ton ça. éducation à toi parfaite. Exactement. Et il y a des choses que t'as un petit peu foiré dans Ah oui, l'éducation. complètement. Mais il y a Est-ce qu'on a le droit à toujours, savoir bien sûr, il y a toujours des choses que tu foires dans une éducation. Je pense que c'est comme un enfant. Celle que j'ai ratée pour Django, je pense que j'ai été peut-être trop ferme à certains moments. Ah ouais Ouais. En fait,
J'avais un idéal pour mon animal. Je voulais vraiment qu'il puisse vivre dans un monde, que ce soit un chien qui vive dans un monde d'humains. Et en fait, ça impliquait qu'il se fonde entre guillemets dans la masse. Je l'emmenais partout. Et du coup, petit, il avait pas forcément le droit de faire beaucoup de bêtises, quoi. Il se faisait vite gronder. Donc c'était jamais violent ou quoi que ce soit. Mais en soi, il était souvent réprimé. Tu lui disais souvent non. Exactement. Et du coup, je pense que ça a contribué à ce qu'il ait un caractère un peu pâteau, à rester à la maison, à pas trop risquer de choses. Oui. Voilà. Et même dans ses interactions avec les autres animaux, il reprenait ce comportement-là. C'était plus facile pour moi, dans le sens où du coup il y avait très peu de bagarres, ou en tout cas quand il y en avait une, c'était lui qui se mettait sur le dos et puis c'était fini. Mais en soi, ouais, c'est peut-être quelque chose que si j'avais un nouvel animal, je serais peut-être moins... Je le laisserais peut-être plus animal, pour le coup. Ok, d'accord. Et moins chien humain. Moins de règles, moins d'ordres, et peut-être des ordres plus pertinents. Ok, ne d'accord. pas traverser la route, ça c'est... Je pense que c'est une des meilleures règles qui puisse exister, comme le stop ou le haut-pied. Et le fait de ne pas forcément être attaché. En revanche, il y a des ordres comme celui de savoir rouler, de savoir tourner sur lui-même. Tu vois, tout ça pour moi, maintenant c'est devenu des ordres parasites. Il le faisait très bien, mais finalement, je me rends compte que ça ne m'a pas forcément apporté et ça lui a pas forcément apporté non plus. Ouais, non, ça apporte pas grand-chose. C'est juste pour, on va dire... on peut même pas dire le plaisir de savoir faire le truc. Non, en fait, au début, quand je lui apprenais le assis, le coucher, qui sont des ordres assez importants, je me suis rendu compte qu'il aimait bien apprendre. Donc finalement, j'ai essayé d'exploiter ça, et puis les ordres qui suivent, c'est ceux-là finalement. Et en fait, j'aurais préféré plutôt lui apprendre la gauche et la droite, ou ce genre d'ordre, tu vois. Oui, d'accord. Qui sont qui sont certainement plus adaptés à une balade. Plus important, Plus important aussi que le fait de tourner ou... de se tenir sur les deux pattes. Exactement. Je pense que ça, c'est vraiment l'élément principal. Après, peut-être, si des fâcheries... En fait, il a été destructeur. Ah, il a cassé des meubles. Pendant 1 an, il a été très destructeur. Et du coup, à ce moment-là, c'était vraiment très compliqué. Donc, on a eu beaucoup de problèmes tous les deux. Et en fait, j'ai appris, et je savais, et j'ai appris en même temps que ça servait à rien de le gronder quand t'avais pas assisté à la destruction. Et pour Parce autant... qu'ils comprenaient pas... En fait, ils comprennent pas tout après, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, c'est pas forcément qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils ont pas la mémoire nécessaire à se souvenir qu'ils ont fait cette connerie. Faut les prendre sur le fait. Okay. Et donc, c'était très compliqué parce que, en fait, il le faisait quasiment dès mon départ. Et quand je revenais, il était peut-être 17h, mais j'avais un appart qui était en ruine. Dis-moi ce qu'il a fait dans ton appart. Plein de choses. C'est quoi qu'il aimait détruire? Alors, principalement le canapé. Et tout ce qui pouvait avoir du cuir, donc chaussures, j'avais une belle malle qui datait de, je sais plus, 1800, quelque chose comme ça. Ouais, je vois. Qui avait des lanières en cuir, elles y sont passées. Après, le canapé, il avait fait un trou. Je sais pas si tu vois les matelas pour plonger dans la piscine. Ah oui, ok. Et mon canapé ressemblait à ça pendant très longtemps. Voilà. Avec un trou Exactement. Oh putain. Donc t'avais ça, il a fait un trou entre la porte d'entrée et le salon. Donc, mais what? Ouais, comme s'il voulait s'installer sa propre chatière, quoi, finalement. c'est vraiment ça. Oh, je suis choquée. Il t'a fait un trou dans un mur? Ah, mais j'ai changé 3 fois d'intérieur d'appartement. Ah ouais, à ce point-là. Mais un petit boxer, c'est capable de faire ça? Et en fait, ça devenait un petit monstre quand j'étais pas là. Tu lui manquais quand t'étais pas là. J'imagine qu'il supportait peu mon absence. Quand je l'ai eu, j'avais pas forcément d'occupation. Ça a dû durer presque 1 mois et demi. Bon, c'était les grandes vacances en fait. Et du jour au lendemain, j'ai repris les cours, j'ai repris le travail, j'étais en alternance à cette époque. Et du coup, ça lui a fait un changement tellement important que il a pas supporté, quoi. Et j'arrivais pas à mettre en place. J'étais voir un éducateur qui me demandait de mettre du kiri dans une bouteille d'eau pour l'occuper. Mais en moins de 5 minutes, la bouteille de kiri, elle y était passée. Et du coup, il se remettait sur mes meubles. Et en fait, ça a pas suffi. Et je suis allé voir une comportementaliste qui, du coup, m'a dit que tout était de ma faute. Et qu'en fait, c'était le positionnement que j'avais cherché que j'avais trouvé dans l'appartement qui était pas le bon. En fait, je l'avais mis dans l'entrée. Ouais. Donc, j'avais un tout petit appart où t'avais son panier qui était dans l'entrée. Sur la gauche, t'arrivais dans mon salon. Et sur la droite, t'arrivais dans ma chambre. Et à partir de l'entrée, tu pouvais aussi accéder à la salle de bain.
Et en fait, elle m'avait expliqué que, grosso modo, je lui envoyais l'ordre comme quoi je voulais qu'il surveille la maison. Tous les passages, en fait. Et du coup, c'est ce qu'il faisait. Sauf que quand moi, je rentrais à la maison, lui, n'était plus dominant. Enfin, c'est pas une question de dominance, c'est... je sais pas vraiment comment expliquer, mais... grosso modo, je lui demandais, quand j'étais pas là, d'être le chien de garde, mais quand je revenais, c'était moi, finalement, le chien de garde, tu vois. D'accord. Et ça lui convenait absolument pas. Donc, on a fait tout un plan de mon appartement. Elle m'a demandé de le mettre à côté du canapé. Okay. Donc, j'étais pas très serein, sachant qu'il me l'avait déjà dégommé 3 fois. Donc, je l'ai mis, et puis je lui ai fait confiance. Et au final, j'ai plus jamais eu de destruction chez moi. En changeant le panier de place ? En changeant le panier de place, ouais. Mais Avec, il avait un petit sirop aussi, juste à lui donner une fois par jour, je crois, pour le détendre, pour qu'il déstresse un petit peu. Ouais, ok. C'était sa composition à elle qu'il avait fabriquée. Et en fait, ça a super bien marché, quoi. Il détruisait plus rien du tout. Tu utilisais encore ces gouttes ? Enfin, tu utilisais encore les gouttes quelques années après ou non ? Non, c'était... je sais pas, ça a duré 2-3 mois, quelque chose comme ça. C'était un petit traitement sur 2-3 mois. C'est trop bien. Et puis, pour le coup, c'est 90 € la séance, mais très bien investi. Ouais. Parce que ça coûte un petit peu d'argent de changer ton intérieur. Ton mobilier, et puis surtout le trou dans le mur, je suis choquée. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais je suis choquée. Après, tu sais, j'ai eu les câbles de Livebox, j'ai eu un bar en métal. J'avais un petit bar en métal que j'adorais. Et en fait, il existe toujours, évidemment, c'est du métal, mais il y a les petites crocs de Django qui sont un petit peu partout, tu vois. Ah ouais, voilà. Quand même. Ouais. Non, il aimait beaucoup s'énerver sur les objets. Est-ce que du coup, ça voudrait dire que quand on l'a, il faut tout de suite l'habituer à ce qu'on ne soit pas là ? C'est une très bonne question. Je pense que oui. Et faut l'habituer à ton emploi du temps. Et en même temps, c'est compliqué. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'a pas forcément tout qui est formé au niveau de son système urinaire et ainsi de suite. Bah oui. Et du coup, toi, tu pars au travail, généralement une journée, elle va durer entre 5 et 7 heures, ça dépend. Et en fait, c'est tout ce temps-là où il va devoir rester seul. Donc, en fait, je dirais que en l'habituant à ce que tu sois pas là, tu lui donnes des bons et des mauvais côtés, finalement. Ouais. Et en l'habituant à ce que tu sois là, tu lui donnes des bons et des mauvais côtés. Ça en aurait quand même un petit peu des mauvais côtés, ouais, c'est vrai. C'est très difficile, en fait, de réussir à avoir un chien parfait dès le début. Oui. Enfin, voilà. C'est un peu comme un enfant. Je compare souvent ça à un enfant, tu vois. Ah, mais c'est un gosse, hein, exactement. Pour moi, un chien. C'est un gosse qui va pas forcément évoluer aussi loin que ton enfant. Mais en soi, il y a quand même des bonnes similitudes et c'est compliqué d'avoir un gosse parfait. Bah oui. Mais c'est vrai que, moi je me pose des questions parce que vraiment ça fait des années que je veux un chien et j'ai l'impression que je suis jamais prête à avoir le bon moment. Donc je me renseigne beaucoup, mais c'est vrai que le coup de me dire que mes meubles vont être sacrifiés, là t'as vu, j'ai un super beau canapé chez moi. J'aimerais tellement pas qu'il soit détruit. Je comprends. C'est des choses sur lesquelles il faut faire un pass une fois que il faut faire des concessions. Exactement. Tu peux pas avoir un chiot et un canapé tout beau. C'est compliqué. C'est compliqué en tout cas. Après, tous les chiens ne sont pas destructeurs, mais s'il l'est, c'est sûr qu'il faut t'attendre à ce qu'il grignote un petit peu au début au moins. Exactement. C'est sûr. Quelques petits coups de griffe, quelques mordillages. Et tu disais au début, est-ce que tu le laissais dormir un petit peu avec toi ? Mais est-ce qu'il continuait à le faire plus tard ou pas ? Non, en fait, de base, je voulais pas qu'il dorme avec moi. Il avait pas forcément le droit d'être sur le canapé. Ce genre de choses. J'aime bien quand tu me commences par dire il avait pas forcément le droit. Voilà. Non, mais j'ai réussi à tenir cette règle quand même jusqu'à ses 3-4 ans. Et en fait, faut savoir que c'est surtout de la faute du propriétaire finalement quand il le fait. Parce que c'est des soirs de faiblesse où il te demande de monter, tu l'autorises. Et en fait, il peut pas comprendre que ce soit non la moitié du temps et oui l'autre moitié. Donc en fait, si tu veux vraiment pas qu'il monte sur ton lit ou sur ton canapé, il faut tout le temps lui dire non. Et tout le temps, entre guillemets, le reprendre quand il le fait. À partir du moment où toi, une première fois, tu l'as vu faire et t'as rien dit, ou tu lui as autorisé de le faire, c'est mort. C'est mort. Clairement. Faut pas s'attendre à plus. Il faut tenir toute sa vie comme ça, à lui dire non pour le canapé. Hein. C'est un peu ça. Après, normalement, il monte pas... En tout cas, Django, comme je lui avais interdit, il y a que le premier soir où il était vraiment pas bien et où il a dormi dans mon lit.
Mais sinon, tout le reste du temps, il avait pas le droit ni d'être dans mon lit, ni d'être dans le canapé. Il avait le droit d'être à côté de moi, sur le tapis de la chambre ou sur le tapis du salon, ou sur son panier, tout simplement. Mais il avait pas le droit, donc il le faisait pas. Et puis, c'est moi, suite à une rupture amoureuse, qui me suis dit, bon, écoute, j'ai plus personne dans mon lit, et puis... Allez, viens. Exactement, c'est ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, il le faisait pas chez les autres, du coup, mais il le faisait chez moi, assez souvent, quand même. Assez souvent, ok. Ouais, c'était devenu sa place à la fin. Et je voulais aussi te demander combien ça coûte d'avoir un chien tous les mois? Alors, tous les mois, c'est une très bonne question. Donc moi, j'avais pas une alimentation comme tout le monde, donc je suis pas forcément l'exemple qu'on peut donner. Et il me semble que ça coûtait par mois aux alentours de 80-90 euros. Ok. Entre l'achat de la viande, l'achat des haricots verts et l'achat du riz. Et ensuite, il y a un sujet qui est très variable et que beaucoup de propriétaires connaissent, c'est le vétérinaire. Et donc ça, c'est difficilement quantifiable. Comme je te disais, quand je l'ai eu, ça m'a coûté très très cher au début. Toi, après, dès le début, t'as mis les pieds dedans. Dès le début, vraiment là, il n'y avait pas de souci. Heureusement, j'avais un petit pécule de côté qui a vite été pris, voilà. Mais non, dès le début, j'y ai goûté. Après, pendant, je dirais, 3-4 ans, il m'a plus rien coûté en termes de vétérinaire. Et en fait, par la suite, il a eu d'autres maladies qui, finalement, en fait, aussitôt que tu l'emmènes chez le vétérinaire, ça coûte très très cher. Une consultation, c'est déjà entre 70 et 80 euros. Et ça, c'est le prix en soi quand t'es pas en urgence médicale ou... Oui, une consultation pour voir voilà. ce qu'il y a, quoi. Ce qu'il y a, c'est ça. Okay. Et donc moi, j'étais en région parisienne. Donc les tarifs que je te donne, c'est ceux de la région parisienne. Oui, ok. Mais après, sinon, oui, tu peux vite monter si c'est une garde de nuit ou de week-end à 120 euros. Oui, ça monte pas mal, ça, déjà. Voilà. Après, t'as le traitement que le vétérinaire, lui, administre. Donc, directement, là, sur le coup. Donc ça, j'imagine que ça varie entre 20 euros et bien plus. Et puis, ensuite, t'as le traitement que toi, tu vas devoir lui donner si c'est une maladie plus longue. Comme moi, j'ai pu avoir, par exemple, il s'était blessé l'œil. Et du coup, je devais lui mettre des gouttes dans les yeux pendant 3 ou 4 mois. Oui, ça a été très long. Ça a été très très long, ouais. Okay. Mais ça a complètement été cicatrisé pour le coup, mais ça a pris énormément de temps. Et là, je pense que le traitement, il était à 20 euros toutes les 2 semaines. Okay, 10 euros par semaine à peu près. Donc le package, ça fait que... Je crois que j'avais calculé... juste il y a 1 ou 2 ans, et il m'avait coûté sur 9 ans de vie environ 10 000 euros. 10 000 euros, ouais, de soins. 10-11 000 euros. Tout compris. Tout compris, la nourriture, le soin et exactement. Tout ça. Ok, d'accord. Donc oui, c'est pas une paille. Ça fait une belle somme, hein, c'est quand ça. même. Ah bah oui, sachant qu'il a vécu quasiment 10 ans, ça fait que pendant 10 ans, j'ai pas forcément mis trop d'argent de côté. Donc aujourd'hui, j'ai 30 ans, puisque je l'ai eu quasiment à 20 ans. Et je me retrouve à me dire finalement j'aurais peut-être pu mettre de côté pendant toute cette période-là, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais après t'as bénéficié de tout son amour, on va dire, de tous les beaux souvenirs que vous avez construits ensemble et tout. Largement non, puis c'est vraiment pas un regret. C'est juste si tu veux mettre de côté, enfin tu fais un choix, soit t'as un animal, soit tu mets de côté. Mais pour moi, à moins que t'aies un très très bon salaire. Oui, il faut avoir un gros salaire. Sinon c'est impossible de faire les deux. C'est compliqué. Donc voilà, non, je regrette aucun des moments que j'ai pu passer avec lui, et c'était vraiment incroyable la vie qu'on a pu partager. L'avantage de pouvoir l'emmener partout, et chez mes potes, et dans la famille, et au café, au bar, enfin, il me suivait vraiment partout, donc c'était mon meilleur ami, complice tout le temps. C'est trop bien ça. C'est ça. Et c'est plein d'endroits découverts de partout, en fait. Partout où on allait. En fait, tu vois, tu vas chez un pote, et puis tu te dis, je vais peut-être rester chez lui, ou on va aller voir 1 ou 2 bars pour boire un verre. Et en fait, quand t'as ton animal, tu peux pas te permettre de faire ça, parce qu'il faut qu'il se promène, parce qu'il faut qu'il trouve des endroits de verdure, et ainsi Justement, de suite. comment tu gères ça à l'époque, tu m'as dit que t'avais 20 ans, t'as ta vie étudiante, t'es en alternance, comment tu gères le fait de tout le temps s'occuper d'un chien et ta vie de jeune étudiant? C'est pas évident, j'appellerais même presque ça un sacrifice. En soi, tu sacrifies quand même une petite partie de ta vie, parce que quand on sortait de cours, par exemple, les autres disaient on va boire un verre, tu vois, et moi je devais rentrer pour aller promener mon chien. Pourquoi pas revenir par la suite les retrouver,
mais t'as tout de suite du trajet en supplément, enfin voilà. Donc c'est une petite partie de sacrifice, mais je pense que quand t'adoptes ton animal, tu te poses la question de savoir si t'es prêt à faire ce sacrifice-là. Et moi j'étais prêt, et au final je me rattrape aujourd'hui. Ouais, bah voilà. oui. C'est plus comme ça que je vois les choses, et finalement, il m'accompagnait quand même, mais je perdais peut-être une petite heure sur chaque soirée avec lui, quoi. Oui, parce que finalement, dans tout ce qui est bar, en général, la plupart, ils acceptent les chiens. C'est ça, tant qu'il est... Si t'es en terrasse, encore plus. Exactement. Tant qu'il est en terrasse et qu'il est calme, en général, t'as pas de problème. Ouais, y a l'avantage d'avoir un petit chien, parce qu'un boxer, c'est quand même assez petit. Non, c'est pas... Non, c'est très plutôt... gros. Bah, c'est pas très gros, mais... Je me rends pas compte. Je vais Ça regarder. fait 40 kilos un boxer. 40-45 kilos. Quoi ? Ouais, c'est haut comme ça, à peu près. Ah ouais, j'imaginais pas ça. Je pensais que c'était plus petit, un boxer, dans mes souvenirs. T'as le Mais bulldog. oui, c'est un chien T'as moyen. le bulldog qui est la taille... Putain, je confonds avec le bulldog, c'est ça. avec le... Oui, c'est Le ça. bulldog, ouais. Le bulldog. Et le boxer, non, ça fait 40 kilos, et puis c'est à peu oui. près haut comme ça. Ah, Donc, je les confonds à chaque fois, ces deux-là. Mais oui, ok, oui, non, c'est plutôt un chien moyen, en fait. Exactement. Mais par exemple, dans un petit appartement, il se mettait dans un coin et puis tu le revoyais plus, tu vois. Même chez mes potes, je prenais pas forcément son panier à chaque fois. Et pour autant, tu sais, tout le monde a un tapis chez soi, soit un tapis... Il se cale à un endroit, et puis voilà, exactement. Quoi. Et il est resté quasiment toute la soirée. Quand on l'appelait, bah, il venait te voir, il venait commander un petit gâteau, un petit truc. Mais sinon, le reste du temps, il était à sa place, et puis il savait que, de toute façon, on allait se promener dans quelques heures. Ouais, il était mignon. Ça donne trop envie d'en avoir un, du coup. Je comprends. Et c'est quoi les meilleurs souvenirs que tu gardes avec Django ? Ah, le meilleur, c'est compliqué à dire. Les meilleurs. Les meilleurs. Les meilleurs. Ah, les meilleurs, je pense que c'est les balades. Vraiment, il y a certaines balades où j'ai rencontré des gens importants maintenant dans ma vie. Donc, et c'était surtout grâce à lui, parce que c'était d'autres propriétaires de chiens, et voilà. Donc ça a fait partie des plus beaux souvenirs. Après, il y a ces petits moments de complicité quand on était tous les deux à l'intérieur, chez moi par exemple, soit sur le canapé, soit dans mon lit, tu vois, à faire des bêtises ou à faire des caresses, ainsi de suite, à jouer. En soi, c'est pas forcément... j'ai pas forcément un souvenir qui m'a marqué plus que d'autres. J'en ai, mais c'est plutôt des souvenirs durs dans le sens où c'est les moments où il était malade et ainsi de suite. Oui. Mais sinon, non, les beaux souvenirs, c'était tout le reste du temps, quoi. C'était tout l'accompagnement que t'as derrière. Quand tu rentres, tu vas pas bien, qu'il le ressent immédiatement. Quand t'as envie de t'énerver un peu et de jouer et que lui, il te suit immédiatement dans ton délire. C'est plutôt des souvenirs comme ça que j'ai. Après... C'est toute sa vie, en fait. Ouais, c'est toute sa vie, c'est avec ça. lui. Complètement. Enfin, je prenais la voiture, je rentrais chez mes parents qui habitaient la Normandie alors que moi j'étais sur Nantes. Après, j'ai habité Paris. Enfin, j'ai bougé quand même à pas mal d'endroits. Il m'a suivi partout. Ouais. On a fait la Normandie, on a fait Paris, on a fait Lisieux, on a fait Rouen, on a fait Caen. Et du coup, il a toujours suivi. On est parti... si, j'ai un bon souvenir avec lui, c'est quand on est parti au lac d'Annecy. Oh, j'y vais cet été. Ouais. J'ai hâte de voir. C'est trop beau. Et en fait, c'était une des premières fois que je partais en vacances, vraiment vacances avec lui. Donc, trajet voiture assez long, je pense qu'on en a eu pour 6 heures, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et on faisait des pauses, tu vois, pour qu'il se dégourdisse les pattes, que nous aussi, on puisse se détendre. Et puis en fait, en arrivant au lac d'Annecy, il a sauté à l'eau et Trop bien. Voilà, on a joué, je sais pas, pendant plusieurs heures dans le lac. C'était très cool. Il savait bien nager. Il savait nager comme un chien. Tant que tu l'embêtes pas, il sait flotter, mais en revanche, aussitôt que tu commences à poser ta main dessus, ou voilà, cool. c'est un peu plus compliqué. Trop mignon. Mais non, voilà. Donc ça fait partie des beaux souvenirs que j'ai avec lui. Puis surtout le côté très défense déjà du boxer en général et qui s'appliquait avec la plupart des filles en fait qui le gardaient. Donc ça allait de la voisine qui venait boire un verre à la maison, donc elle habitait à 1 kilomètre, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, aussitôt qu'elle repartait de la maison, il l'accompagnait. Ah ouais, et puis il la raccompagnait chez elle et il rentrait. Ah ouais. Voilà, sans qu'on soit là. Donc ça, c'est des petits moments où tu te dis peut-être que finalement, ils sont un peu plus intelligents que ce qu'on pense.
Il y avait ça, il y avait des amis qui ont vécu des choses aussi pas forcément évidentes, qui avaient peur de se promener tout seul la nuit, ou ainsi de suite, et pour le coup, ils les accompagnaient volontiers, ils restaient à leurs pieds, alors que quand il était avec moi, il était pas forcément à mon pied, il faisait ce qu'il voulait un peu dans le périmètre autorisé, mais c'est le fait qu'il soit capable de s'adapter à la personnalité qui était en face qui m'a le plus impressionné en fait, tout au long de sa vie d'ailleurs. Il était hyper intelligent ton chien. Ouais, mais je pense que c'est beaucoup d'animaux, c'est pas forcément que le mien, je pense que ils ont pas la même façon de l'exprimer. T'as des chiens, quand t'arrives avec un bagage émotionnel chez quelqu'un qui a un animal, l'animal va avoir différentes réactions. T'en as qui vont avoir peur de toi, t'en as qui vont se mettre à l'écart parce que tu les intéresses pas, et t'en as d'autres qui vont aller directement vers toi pour comprendre ce qui t'arrive, et le mien était dans cette dernière catégorie. Ouais. Mais non, je pense que tous les animaux ont une sorte de ressenti un peu vis-à-vis de ça. Tu vois, par exemple, Django, quand il y avait des gens qui avaient peur de lui, il restait à l'écart. Ah d'accord, il le sentait. Il le sentait, donc il venait quand même dire bonjour, parce que c'est un chien et qui vient dire bonjour. Mais il est poli. Mais aussitôt qu'il se rendait compte que la personne, elle était flippée, quoi, et il s'éloignait, et puis il restait plutôt à proximité de moi qu'à proximité de cette personne. Ok. Voilà, jusqu'à ce que ça se passe bien, on a désensibilisé un nombre d'humains aux chiens incalculable. Trop bien. Parce que comme c'était un gros chien qui faisait peur, c'est la représentation... C'est plus impressionnant, ouais. C'est ça. T'as plein de gens qui connaissent pas le boxer, et du coup qui ont forcément l'impression que c'est un pitbull, ou tu vois, t'es très vite catalogué. C'est vrai. Et donc, en fait, t'as des gens qui avaient très très peur des chiens, même des petits, et avec Django, ça passait super bien. Déjà parce qu'il était très calme, et puis parce que, en fait, une fois que tu comprends que la seule chose qu'il sait faire, c'est dormir, ronfler, et jouer un petit peu... Ouais, il est affectueux et tout, et puis c'est bon, quoi. C'est exactement ça. Et comment t'as fait, du coup, pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie, progressivement ? Comment j'ai fait pour l'accompagner ? Tu veux dire l'accompagner sur les fins de vie sa maladie, dans sa maladie. Dans Alors, sa maladie. en fait, déjà, il avait une tumeur au cerveau. Donc, c'est arrivé il avait quel âge, tu m'as dit ? Alors, il avait 8 ans quand il a eu une tumeur au cerveau. D'accord, ok, il avait 8 ans. Exactement. Et en fait, il avait plein de petites tumeurs qui poussaient un petit peu à droite à gauche. Okay. On savait pas que c'était au cerveau. Mais on avait quelques petits doutes sur le fait que il partirait du cancer finalement. Okay. Et en fait, un jour, je le laisse à ma petite sœur qui m'appelle en urgence en me disant je comprends pas, ton chien il est en train de trembler de partout. J'ai compris par la suite qu'il était en train de convulser et de faire une crise d'épilepsie. Et donc je l'ai emmené chez le vétérinaire. De base, le diagnostic, il a mis un peu de temps avant de se mettre en place, parce qu'on savait pas exactement ce qu'il pouvait avoir. Et dès que le diagnostic a été posé, il a eu un traitement contre les crises d'épilepsie. On ne pouvait pas soigner le cancer à son âge, parce que ça aurait servi à rien, en fait. Tu réduis la durée de vie, en faisant un traitement de chimiothérapie sur un animal, tu réduis sa durée de vie. Donc, sachant que le boxer, ça vit entre 8 et 12 ans, et qu'il en avait déjà 9. C'était déjà, tu vois, on lui aurait fait peut-être gagner 4 mois, et encore, c'est même pas sûr. Donc, la décision a été prise de lui faire prendre le traitement pour le soulager tout le long de sa vie, mais le jour où il faudrait qu'il parte, il partirait. Donc, comment je m'y suis pris ? J'ai été près de lui, j'ai été présent, j'ai essayé de lui faire un maximum de balades. J'ai partagé à la fois mon amour et à la fois mon assiette avec lui très très souvent. Il avait plus aucune contrainte en soi. S'il voulait manger du saumon, il mangeait du saumon. Ouais, tu le laissais faire ce qu'il avait envie. C'était vraiment... je voulais vraiment le récompenser de tous ces bons moments qu'on avait passés ensemble, et tous ces moments où il avait réfréné ses pulsions de chien pour moi finalement. Donc c'était open bar. Il faisait ce qu'il voulait. Et c'était puis, le petit roi. Exactement, c'était le petit roi. Et puis, je dirais 2 ou 3 mois après le diagnostic, son état a commencé à empirer vraiment, vraiment fort. Donc, on a fait le choix de rentrer chez mes parents pour que ma famille, qui avait un très grand lien avec lui, puisse le voir une dernière fois, et puis pour que lui soit entouré de sa famille, finalement. Oui. Et du coup, on l'a emmené chez le... Chez le véto. On l'a emmené chez le véto. Et du coup, on l'a fait euthanasier. Ouais. Voilà. Pour plus qu'il souffre. C'est ça.
Et ça a été émotionnellement Ah bah sur le chaud. coup, c'est l'horreur. Hein. Ouais. Sur le coup, tu perds un pan de ta vie de 9 ans qui disparaît en l'espace d'une fraction de seconde. Ouais, c'est ça, quoi. Et puis bah maintenant, ça a été très dur pendant un an. Là, ça va faire ça a fait un an le 15 juin. Et aujourd'hui, je pense que j'ai plus de bons souvenirs avec lui que de malheur de l'avoir perdu. Donc voilà, mais je suis pas encore au point d'en reprendre. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu dois plus tard en reprendre un? Pas forcément là, mais plus tard. Je pense que oui, en vrai. J'ai vraiment eu un vrai feeling avec cette race. Et je me suis trouvé en tant qu'humain par l'intermédiaire d'un animal. C'est bête à dire, mais ouais. En soi, les responsabilités que ça impose, Oui, l'éducation, exactement, l'éducation, tous ces petits points, en fait, bah, j'ai découvert finalement qui j'étais. Donc quelqu'un parfois autoritaire, parfois très cool. Et en fait, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de jeune adulte, à savoir qui j'étais et comment faire ma vie grâce à lui, en fait. Donc oui, je pense qu'un jour, je reprendrai peut-être un boxer, sûrement pas... Peut-être un boxer, rester dans la même race, pas forcément peut-être, ouais, mais pas forcément la même couleur, pas le même... pas le même sexe, mais en tout cas, ouais, rester sur une race comme le boxer, et pourquoi pas faire un élevage. Ah ouais. Ouais, pour avoir des petits bébés. Des petits bébés boxers. Exactement. Là, tu seras comblé, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, et puis j'aurai surtout beaucoup de boulot et beaucoup de cernes sous les yeux. Oui. Et puis, on en reparlera dans un prochain épisode qu'on aimerait faire ensemble. Mais ça t'a aussi donné envie d'ouvrir ta future entreprise aussi, Exactement. cette histoire. Oui, bien sûr. Bah, ça a été complètement le déclic, en fait. À un moment de ma vie où je savais plus vraiment quoi faire, je me suis demandé ce que je savais faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ce que je savais faire, c'était être présent pour un animal, être capable de l'éduquer, être capable de lui trouver des endroits très cool. Et du coup, j'en ai fait une sorte de package et j'ai regroupé tout ça pour ma future entreprise. Tu peux nous expliquer un petit peu rapidement en quoi consiste oui, bien sûr. ta future application? Alors en soi, j'ai réuni les besoins de la balade, de la santé et des professionnels en règle générale pour tout mettre à l'intérieur d'une application qui permettent en gros de sociabiliser, de trouver des lieux très cool pour le promener avec des copains et réserver un professionnel ou prendre soin de sa santé en général. Ça, c'est une idée de génie. Mais genre vraiment, ça, il y a Merci. vraiment beaucoup de gens qui vont en avoir besoin. Bien sûr. T'imagines, tu vas sur l'app, tu cherches un veto, tu cherches un parc pour promener ton chien. Franchement, c'est trop utile. Exactement. Et l'idée, ce serait de faire une application qui soit collaborative avec tous les autres propriétaires d'animaux, pour que chacun puisse renseigner à son échelle, dans son quartier, et ainsi de suite, ces lieux-là. Les lieux, ouais. Et du coup, voilà. C'est le projet de l'année prochaine. Mais ouais, j'espère que ça va réussir, je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. C'est une trop bonne idée. Il viendra nous en reparler pour un prochain épisode. Avec grand plaisir. Et je voulais qu'on termine sur une dernière question. Quel conseil tu aurais à donner pour les gens qui voudraient avoir un animal pour la première fois? Alors, je pense que le conseil que je donnerais, ce serait de bien se renseigner sur la race que tu veux prendre. Ne pas forcément se fier à la beauté de l'animal, ou en tout cas tes critères de beauté, mais plutôt tous les critères qu'ils peuvent citer sur Internet assez rapidement, sur par exemple l'endurance de l'animal, son côté joyeux, foufou, ou plutôt très calme, ou très à l'écoute, parce qu'en fait ça va vraiment déterminer ta future relation. En fait, un chien, ça a été entre guillemets programmé par l'humain pour avoir ce comportement-là. Donc évidemment, ils sont pas tous pareils, on n'est pas dans le domaine de la robotique, mais ils ont quand même des points communs. Et donc, il faut que tu arrives à ce que les points communs qui ont été sélectionnés de cette race-là, que toi tu puisses y retrouver dans ton caractère et dans ta façon de vivre, en fait. Par exemple, si tu as un animal qui est indiqué comme très joueur, qui a besoin de beaucoup se dépenser, comme un malinois par exemple, et que toi tu es plutôt casanier,
ben, malheureusement, tu risques d'avoir des problèmes sur le long terme avec ton animal. Et donc lui le frustrer. Et toi te frustrer aussi parce que du coup, bah, comme on disait tout à l'heure, ça va se répercuter dans de la destruction, dans un comportement qui te convient pas. La relation va se dégrader. Exactement. Et je pense que c'est là qu'on en arrive à des propriétaires qui abandonnent leur animal ou qui savent plus quoi faire en fait. Qui les donnent à d'autres personnes. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment très très important de regarder d'abord ça avant la beauté. Je vois encore trop de propriétaires choisir un animal de par sa beauté et se rendre compte au bout d'1 ou 2 ans que bah, finalement ça lui convient pas et ne pas savoir comment faire par la suite. Mais c'est déjà trop tard en fait. Donc ça, ce serait vraiment mon principal conseil. Ce serait, conseil numéro 1, exactement. C'est ça. Ouais, parce que genre, je vois par exemple, en ce moment, il y a une folie d'avoir des teckels. Ok. Mais mes parents, pour avoir eu un teckel, l'éducation, fallait y aller, quoi. Ah bah c'est très caractériel, un teckel. Moi, ma mère, au début, mais bah détruisait tout déjà, c'est vrai. Et en fait, des fois, tu lui disais un ordre, tu lui demandais quelque chose. Et en fait, elle le faisait pas. Et elle faisait exprès, elle te testait à fond, tu vois. Et le teckel, c'est hyper têtu, quoi. Donc ça va toujours tester tes limites. Et si t'es pas droit dans tes bottes et que faut vraiment avoir aucun moment de faiblesse, parce que sinon, le chien il prend l'emprise sur toi, quoi. Exactement. Direct. Et il y en a beaucoup. Savoir quoi faire. Il y en a beaucoup qui abandonnent plein de teckels en ce moment. Okay. Genre à la SPA, ils en ont plein en ce moment. Ah bah c'était le malinois il y a 1 ou 2 ans de ça. Ouais, c'est vrai. Il y a eu celui-ci, il y a eu le berger australien aussi. Aussi, oui. Mais oui, pour le berger australien, c'était vraiment la peur de... En fait, c'est des chiens qui, de base, sont un petit peu craintifs. Et du coup, si tu travailles pas ça avec eux, ils le deviennent de plus en plus. Et du coup, et là, tu peux rien faire avec. Exactement. Ça devient très compliqué parce que ça devient des chiens traumatisés, en fait. Et du coup, tu sais plus quoi en faire, il sait plus quoi faire de lui-même. Et du coup, t'en arrives à des solutions qui sont pas des solutions, quoi. Des abandons. C'est ça. Et c'est terrible. La SPA et tout ça, mais c'est vraiment horrible de faire ça, quoi. Et du coup, moi, je suis d'avis qu'on impose une règle qui soit dès l'adoption, avoir une dizaine de cours d'un éducateur canin. Mais ça devienne obligatoire, génial. Tu vois. Ça serait trop génial, en vrai. Déjà parce qu'ils sont capables de s'adapter à la race, et donc de te donner les conseils qui sont en lien avec la race, et en plus de te donner les meilleurs premiers gestes, en fait, dans ta vie, qui font qu'au final, ton animal te ressemble, et qui se ressemble s'assemble, et donc il y aurait beaucoup moins de séparation pour moi. C'est bête à dire, mais je pense que ça vaudrait vraiment le coup. C'est beau ce que tu dis. Merci beaucoup, Morane. Je t'en prie. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci pour tes précieux conseils. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast si vous avez bien aimé cet épisode. Quant à nous, on vous fait plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Doris Talk. Bye bye. Bye bye.